Et salut les amis, on se retrouve pour un petit fil d'actualité TikTok. Est-ce que vous connaissez la théorie des trois prisons ou des trois cages? Je suis pas sûre que ce soit le nom exact en français, mais c'est pas grave. Alors voilà, cette théorie dit que la plupart des gens vivent leur vie entière dans une cage ou une prison sans même s'en rendre compte. Et il existerait trois types de cages. Cage numéro un, celle de l'identité. Les gens qui vivent dans la prison de l'identité réduisent tout ce qu'ils sont, toute leur valeur, à une seule chose, par exemple leur nom, leur métier ou une étiquette quelconque. Et ça, vous le voyez très bien avec les gens qui sont riches, par exemple. Les gens qui se définissent uniquement par leur argent ou leur fortune, quand ils en ont, ils ont l'impression d'avoir de la valeur. Mais le jour où ils en ont plus, eh ben ils sont plus personne, ils savent plus qui ils sont. Ça, c'est la cage de l'identité. Pour s'en libérer, pensez à votre main. Cette main fait partie de vous, d'accord? Mais vous n'êtes pas une main. Votre corps entier n'est pas une main. Vous avez une main, comme vous avez un nom, comme vous avez une profession. Ce sont des composantes de vous, mais ce n'est pas vous tout entier, quoi qu'il arrive. Aucun d'entre nous n'est défini uniquement par son nom, une étiquette ou ce qu'il possède. La deuxième cage est celle de la peur. Les gens qui vivent dans la prison de la peur prennent leurs décisions non pas en se basant sur ce qu'ils désirent ou ce qu'ils aiment, mais en se basant sur ce qui leur fait peur et comment l'éviter. C'est comme par exemple quelqu'un qui voudrait vivre au soleil, mais qui a peur de déménager. Alors il reste là. Il n'est pas facile de s'en libérer, mais on peut au moins aller dans cette direction, en essayant toujours de suivre ce que l'on aime, ce qui nous appelle, et non pas en essayant de faire des zigzags pour éviter ce qui nous fait peur. La troisième cage, c'est celle du temps. Les gens qui vivent dans la prison du temps passent leur vie entière à croire que le bonheur, ça viendra plus tard. Et donc, toute leur vie défile, et eux, ils attendent ce moment qui est toujours dans le futur, où ils vont être heureux. Et donc, ils oublient d'être heureux dans le présent. Pour s'en libérer, il faut se rappeler sans cesse que la vie, c'est maintenant. La seule chose qui nous appartienne vraiment, c'est ici et maintenant. Hier, c'est passé, c'est fini et ça reviendra jamais. Demain, viendra ou viendra pas et on ne sait pas à quoi ça ressemblera. Alors la seule chose qu'on a vraiment, c'est ici et maintenant. La vraie clé pour se libérer de ces cages, c'est pas d'essayer de briser des chaînes ou des barreaux ou des murs extérieurs, c'est de réaliser qu'ils n'ont jamais existé ailleurs que dans notre propre tête. Alors laquelle de ces prisons bloque tout votre potentiel? Moi j'en ai au moins une, c'est une certitude. Après, il n'est pas exclu que vous en ayez deux ou trois. Mais bon, là. Après, c'est vrai que quand on regarde, il y a vraiment plusieurs prisons mentales. Et puis même le fait de vivre dans la société, etc., on s'en met nous-mêmes sans forcément se rendre compte. Mais je pense vraiment qu'on a des prisons mentales et qu'il faut les briser. Faut pas se laisser aller par ça. ChatGPT en Tunisie depuis environ 1800 ans. Regarde bien cette mosaïque antique. Au centre, on distingue un motif en entrelacs, avec 6 pétales visibles, et la ressemblance avec le logo de ChatGPT est franchement troublante. Alors, on se calme tout de suite. Non, ça ne veut pas dire que ChatGPT existait à l'époque romaine. Mais ça ouvre une vraie question. D'où viennent ces formes? Ce type de dessin s'appelle un motif d'entrelacs. Dans l'Antiquité, surtout dans l'Ifriqiya romaine, on en retrouvait partout. Sur les sols de villas, dans les thermes, dans les demeures de notables. Ces nœuds symbolisaient souvent le lien, la continuité, parfois même une idée de protection. C'est de l'art géométrique, fait pour impressionner et pour durer. Et le lieu, justement, c'est Boula Regia, en Tunisie. Un site romain exceptionnel, connu pour ses maisons et ses mosaïques, et pour une architecture pensée pour supporter la chaleur. Donc oui, la ressemblance est réelle à l'œil. Mais est-ce une inspiration moderne, ou juste un hasard, parce que certains motifs antiques reviennent naturellement dans le design? Que diriez-vous de votre côté? Inspiré de Boula Regia, ou tout bonnement un hasard? En vrai, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a surpris. Donc, je suis allé voir ChatGPT et je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des liens. Mais bon, d'après ce qu'il m'a dit, c'est parce que c'est de la géométrie universelle. Donc, ça va dans le temps et que le symbolisme pourrait ressembler. Mais autrement, il me dit qu'il n'y a pas vraiment de lien. Mais après, je suis pas vraiment sûr. Ça me paraît assez curieux quand même. Pour les plus spirituels qui me suivent, je peux peut-être vous avoir sur l'Antarctique. Pourquoi l'Antarctique ça m'intéresse? J'ai beaucoup de DM, je reçois beaucoup de gens qui me disent moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais voyage astral, je peux me téléporter, enfin me téléporter dans mes rêves, etc., conscience, etc. Bref, vous avez compris. Il y a pas mal de gens qui m'ont DM par rapport à ça et moi je leur dis directement frérot, est-ce que tu peux, genre, c'est possible de sortir de ton corps et aller en Antarctique par exemple? Et ils m'ont tous répondu c'est totalement possible, sauf que ils ont tous la même version, c'est impossible d'y aller même dans les rêves astrales, il y a trop d'entités qui protègent la zone. Dans le sens où il y a des barrières, il y a des choses qui font qu'ils sont bloqués à l'entrée
l'entrée, entre guillemets, de l'Antarctique, il y a une barrière énergétique. Exactement, Goebbels. Ce qui fait que même les gens qui font du voyage astral, etc., même eux me disent c'est impossible d'y aller. Donc ça me met encore plus de doutes. Ça m'énerve en fait, cette histoire d'Antarctique. Tu vois ce que je veux dire? Même ceux qui sont dans les bails de spiritualité, comme je l'ai dit, ils sont en mode c'est impossible, frérot, c'est impossible d'y aller. Ok, donc c'est littéralement qu'il y a un truc là-bas. Pour moi, c'est qu'il y a un truc là-bas et que comme je l'ai dit, pour moi, les élites ont une force occulte, etc., plus développée que nous. Ils ont une connaissance du monde invisible plus développée que nous. Et pour moi, évidemment, qu'ils ont pris leurs précautions au niveau spirituel en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont mis limite des gardes, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que ça fait un peu réfléchir parce que en les connaissant, ils font aussi tout ce qui est voodoo, marabout, tout ça. Et c'est vrai que pourquoi ils n'auront pas mis des protections au niveau de l'Antarctique? Parce qu'il y a bien des gens qui auront essayé d'y aller de plusieurs façons. Donc c'est vrai que ça peut me paraître à peu près logique. Information de dernière minute à toute l'Europe entière, c'est fini. Oui, c'est totalement fini, Giorgia Meloni vient frapper un grand coup du jamais vu auparavant qui secoue toute l'Union européenne. Oui, ce que Mélanie vient de dire fait trembler toute l'Europe entière, même l'Amérique qui se croit invincible et terrifiée par cette nouvelle. Oui, c'est officiel, 13 janvier 2026, la première ministre italienne a lancé un ultimatum explosif qui pourrait changer durablement le visage de l'Europe. Ce n'est pas une rumeur, n'est pas une exagération, la vérité vient de frapper en plein cœur de Bruxelles. Face aux caméras, Mélanie ne tremble pas, elle accuse frontalement l'Union européenne de détruire la souveraineté des États, d'imposer des lois au peuple contre leur volonté et d'ouvrir les frontières par la force. C'est un sabotage organisé, une trahison des nations européennes. Elle vise un dossier ultra sensible, le blocage par la justice européenne de son plan migratoire radical, celui qui prévoit de transférer les demandeurs d'asile en Albanie le temps de traiter leur dossier. Pour Mélanie, ce mécanisme est légal, stratégique et vital pour contrôler l'immigration. Mais la Cour de justice de l'UE a jugé ce projet contraire aux droits fondamentaux. Et là, Giorgia Meloni explose. Ce jugement affaiblit gravement notre capacité à défendre nos frontières, c'est une atteinte directe à notre souveraineté. L'Italie ne peut pas l'accepter, elle accuse l'Europe d'ignorer la voix des peuples, de bloquer les gouvernements élus démocratiquement et d'imposer un modèle unique à 27 pays différents. Puis elle lâche une phrase glaçante, si Bruxelles continue d'agir ainsi, l'Europe telle que nous la connaissons risque de s'effondrer. La fracture entre nations et institutions européennes s'aggrave et en coulisses, plusieurs capitales observent avec attention. Car ce que Giorgia Meloni vient de dire, certains le pensent mais n'osent pas encore le dire à voix haute. Restez branchés pour plus d'infos. Mais en vrai, c'est bien, il faudrait plus de gens quand même qui dénoncent, qui disent les choses et qui agissent un petit peu quand même. Parce qu'on aurait plus de gens comme ça, le monde il irait mieux. En vrai, c'est bien ce qu'elle fait, je trouve. Les gars, c'est moi où j'ai l'impression que les personnes les plus éveillées, les plus conscientes, sont les personnes qui ont le plus de mal à s'intégrer dans la société. C'est les personnes qui ont plus facile à tomber en dépression, en burn-out. C'est ouf. Les personnes qui sont dans le déni total de la vie, etc., sont les plus heureuses. Je crois qu'il y a un problème dans l'équation. Mais comment on peut être autant éveillé dans une société autant endormie? C'est vrai que j'ai un peu cette impression-là aussi, mais c'est peut-être le fait de pas avoir conscience des problèmes qui fait qu'on se sent pas forcément moins bien du coup. La nuit, quand tu dors, il y a un liquide qui passe dans ton cerveau. Ok, contexte quand même. Ce que tu vois là, c'est toutes les informations qu'il y a dans ton cerveau. Il y a des mots, des souvenirs, des trucs utiles et plein de trucs inutiles. Genre vraiment inutiles. Et le soir, quand tu t'endors, ton cerveau, il fait un grand ménage. Il va supprimer toutes les infos qu'il estime être les moins importantes. Genre celle-là par exemple. Jusque-là, c'est ok. Je pense qu'on t'avait déjà raconté l'info. Mais par contre, ce qu'on sait moins, c'est que pendant ton sommeil profond, il y a vraiment un liquide qui va passer par là et tout nettoyer. En gros, quand tu dors, tes neurones se rétractent. Ils vont prendre moins de place pour laisser passer un liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien. Je suis désolée si ça vous donne la nausée, mais on va essayer de continuer. Ce liquide, il va circuler dans ton cerveau, un peu comme une vague, à peu près toutes les 20 secondes. Et c'est lui qui va évacuer les infos inutiles. Et si tu veux aller un peu plus loin et sortir la ref à tes potes, tout ce procédé, ça s'appelle le système glymphatique. Donc si un jour tu veux remonter le moral à ton pote qui vient de se séparer, tu peux lui dire qu'un beau jour, son liquide céphalo-rachidien finira par effacer son ex. En vrai, je savais pas ça, ça m'a fait un peu bader de savoir ça parce que j'avais déjà entendu le nom du liquide, mais je savais pas que ça servait à ça. Le plan B de l'humanité est en train de tomber à l'eau. Un coffre-fort de semences planqué sur une île paumée, c'est notre plan en cas d'apocalypse et il est en train de fondre. C'est en Norvège, à 130 mètres de profondeur, que plus de
de 1,3 million d'échantillons sont rangés derrière ces portes blindées. Moi c'est Hardisk et si t'aimes ce genre d'histoire, pense à t'abonner. C'est cette chaîne qui nous raconte cette histoire. Comme toutes les banques de graines, son but est de stocker des milliers de variétés de plantes pour pouvoir les ressortir si un jour on les perd. Une variété se perd rarement d'un coup. Ça peut arriver si on arrête de produire une plante, par épidémie, guerre, problème météorologique ou mauvaise gestion, mais souvent c'est un peu tout ça à la fois. Le but de la banque de Svalbard, c'est de servir d'assurance ultime pour les 1700 banques de graines existantes dans le monde. Si une banque locale se fait détruire, il reste la copie des graines de secours à Svalbard. On l'appelle souvent le frigo de l'apocalypse, comme si c'était juste pour relancer l'agriculture après la fin du monde. Mais en vrai, il sert déjà maintenant. En 2015, en pleine guerre en Syrie, l'Institut Icarda ne peut plus utiliser sa banque de graines à Alep. Ils font la première restauration du coffre, replantent les graines au Liban et au Maroc et reconstruisent ainsi leur collection. Si le coffre-fort est là-bas, à Svalbard, c'est pas par hasard. À la base, on l'a mis dans l'Arctique justement parce que le sol gelé devait jouer le rôle de congélateur naturel. Même sans électricité, tout était censé rester gelé, dans un endroit froid, sec, stable politiquement et loin des zones de conflit. Mais il y a un problème, c'est que le sol, il commence à fondre. En 2016, la chaleur et les pluies diluviennes font s'infiltrer de l'eau dans le tunnel d'entrée. Résultat, la Norvège claque 10 millions d'euros pour le rendre étanche. Bref, tu peux détester les légumes, mais sans ce frigo, il y aura plus de patates pour tes frites non plus. En vrai, ça j'avais déjà entendu, mais je savais pas qu'il était en train de se dégrader, donc je me dis c'est un peu problématique parce que si c'est la réserve du monde, c'est un peu problématique. Après, j'avais entendu que il appartenait aux Rothschild. Je sais pas si ça leur appartient encore et si c'était bien cela, mais je sais que les Rothschild ils en ont. Mais après, ça serait un peu problématique, ouais. Tiens, regarde, est-ce que tu connais le temple d'Angkor Wat qui est situé au Cambodge? Il date d'il y a plus de 900 ans et a été fait sans électricité, à ce qu'on nous dit. Il faut savoir que les mortiers cicatrisaient tout seuls pendant toutes ces années, car dedans avait été intégrée une bactérie ultra minéralisée. Une chose qu'on ne sait reproduire aujourd'hui, ils ne savent pas comment elles ont fait. Elle a été faite avec plus de 5 millions de tonnes de pierres. Des pierres qu'ils allaient chercher dans des carrières à plus de 50 km. Il y a certaines pierres qui font plus de 1,5 tonne, faut se rendre compte. Donc est-ce que tu penses vraiment que ça a été fait sans électricité? Est-ce que c'est possible? Sous ce temple, ils ont trouvé une ville souterraine gigantesque. Donc comment c'est possible? Et puis tout d'un coup, ce peuple disparaît, plus aucune trace, et il est englouti par la forêt. Alors pour toi, quand tu vois ce temple, est-ce que c'est possible qu'il ait été fait sans électricité? Est-ce qu'ils ont eu l'aide de créatures, de djinns? Je ne sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, ça reste un mystère incroyable. Regarde-moi ça. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. Mais c'est vrai que comment ils ont pu faire ça sans électricité? Parce que c'est des gros monuments, c'est creusé dans la roche, dans la terre, etc. Faut que ça tienne, etc. Même s'ils ont fait sans électricité, il faut avoir quand même une grande connaissance et vraiment bien connaître le domaine parce que quand même quand on regarde, c'est pas si facile à faire. Et c'est surtout qu'il y a une bactérie qui régénère le béton ou la pierre, je sais pas exactement. Mais c'est quand même assez impressionnant parce que ça, c'est une technologie que même de nos jours, on pourrait trouver futuriste quand même. Que là a l'air d'être prouvé. À un certain âge, on a tous des mamans. Nos mamans font confiance aux médecins, elles ont des maladies, elles ont des choses qui font qu'elles prennent des médicaments souvent. Obligatoires littéralement à leur santé. J'étais même pas au courant. Vous savez qu'il y a 4 ans, non 3 ans, ma mère est partie voir notre médecin traitant qui nous connaît depuis, j'ai 5 ans, 4-5 ans. Genre vraiment c'est notre médecin traitant, on a changé de ville plusieurs fois, etc. Elle a toujours été notre médecin traitant, on a eu de la chance, etc. Bref, c'était quelqu'un de la famille, elle est déjà venue manger à la maison. Enfin bref, c'est quelqu'un de la famille, les gars, le médecin. Elle lui a prescrit, il y a 3 ans, du tramadol. Et ma mère, ne connaissant pas le tramadol, on a pris pendant quelques mois et revenait vers le médecin en disant, mais là la dose me suffit plus, j'ai toujours mal. Le médecin lui disait droit dans les yeux, hein, je vous en fournis plus, vous inquiétez pas. Et elle lui en fournit plus. Au bout d'un an et demi, ma mère elle tombe sur une vidéo sur internet comme ça au hasard qui parle du tramadol et qui explique qu'aux États-Unis ça fait ravage, etc. parce que c'est une drogue, etc. Ma mère elle a serré complet. Et gros SO à la daronne, gros W parce que félicitations, elle s'est sortie elle toute seule sans dire à ses enfants, etc. les gars. Elle a fait un combat solo pendant une semaine, elle a dormi sans prendre de tramadol, etc. à cause du médecin de merde. Elle est rentrée dans une addiction, etc. à cause du tramadol et pendant une semaine, 2 semaines, elle a réussi à arrêter le tramadol. Elle est repartie voir le médecin en mode, mais vous vous rendez compte de ce que vous m'avez donné? Genre, est-ce que vous vous rendez compte, vous être drogué? Genre, le médecin ne savait pas quoi dire. Ça les transforme en zombies, frère. Et donc c'est pour ça que je dis, les médicaments en général, faut faire très attention. Et surtout si vous avez des mamans, allez regarder ce qu'elles prennent parce que nos mamans, elles ne sont pas renseignées. Et donc c'est pour ça que je vous dis, les médecins, je n'ai aucune confiance depuis ce jour-là. Depuis j'ai compris que même mon médecin traitant que je connais depuis l'enfance, je me suis dit que vas-y, peut-être lui il est pas dans le complot au Belek. Mais ma bite, frère, ils sont tous corrompus jusqu'à l'os. Ils pensent uniquement à leur stats, à leur petite Rolex, à leur petit appartement. Et en plus, on a appris avec ma mère que du coup, les médecins avaient des petites primes sur certains médicaments qu'ils donnaient au lieu de d'autres. Donc par exemple, il y avait un autre médicament qui était comme le tramadol mais qui était pas du tramadol
tramadol, qui n'était pas considéré comme une drogue et qui était à base de plantes que ma médecin n'a pas proposé à ma mère. Elle lui a proposé directement la solution radicale drogue dure qui rentre dans le sang, quitte à augmenter les doses, elle a augmenté les doses pendant 1 an, les gars. C'est ça que je me dis, la médecin, c'est une traître en fait. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, on avait vu avec les bouchers, là, on voit avec les médecins, on se rend compte qu'en fait, même les entre guillemets professionnels, on peut même plus leur faire confiance, que ça soit proche ou pas proche, même ceux au jeu dans les journaux télévisés. Au final, on peut même plus leur faire confiance, ils sont tous corrompus en vrai. Faut remettre de l'ordre dans tout ça en vrai. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que le président Macron affirme désormais avoir des yeux de tigre. Selon lui, son œil rouge serait un symbole de détermination. Êtes-vous parmi ceux qu'il se dit prêt à affronter? Quelle détermination exactement? Il a encore reçu un coup de sa femme Brigitte. Tout le monde sait qu'il encaisse des coups même à l'extérieur de la France. Soyons sérieux. Cet œil rouge, ce n'est ni un symbole, ni un message politique. Ce n'est certainement pas un signe de force. Tout le monde voit ce qu'il subit, même en public. Et certains coups ne viennent pas de la scène internationale. Oubliez Macron. Déterminé à faire quoi? À continuer sa comédie avec Zelensky? À jouer encore un rôle devant les caméras pendant que son pays s'affaiblit? La détermination ne se proclame pas, elle se démontre. Et Macron n'est même pas capable d'intimider une mouche. Alors parler de détermination relève du ridicule. Qu'il arrête le théâtre. La politique mondiale n'est pas un spectacle. Qu'il redescende sur Terre et qu'il cesse cette mise en scène. C'est vrai, de toute façon, ça sert à quoi qu'il continue à faire ça? Son quinquennat, il est quasiment fini. En vrai, il lui reste plus beaucoup de temps. En vrai, il dit qu'il est déterminé, mais mis à part avec la guerre, dans pas longtemps, il est plus là, hein. L'intelligence artificielle consomme tellement d'eau qu'elle prive l'accès de certaines populations à l'eau potable. Une discussion avec ChatGPT, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau. Plus largement, en 2025, l'industrie de l'IA aurait nécessité un volume d'eau comparable, voire supérieur à celle de l'industrie mondiale de l'eau embouteillée. Sur un an, l'empreinte hydrique de l'intelligence artificielle pourrait atteindre entre 310 et 765 milliards de litres d'eau. La raison, les puissants serveurs des centres de données qui alimentent l'IA ont besoin d'être refroidis. Et pour ça, on utilise nos ressources en or bleu. Grâce à cette estimation réalisée par des chercheurs, on comprend mieux l'impact colossal de notre utilisation de l'intelligence artificielle sur nos ressources hydriques. En plus de ça, les géants Amazon, Microsoft et Google construisent leurs data centers dans des régions déjà très arides du Mexique. Là-bas, les terres sont peu onéreuses et les habitants ont moins de moyens de se mobiliser contre les industries qui puisent dans leurs ressources. Et pour l'instant, utiliser l'eau de mer est une fausse bonne idée. Le coût des machines pour les protéger de la corrosion est plus important, la maintenance plus compliquée et l'impact environnemental sur la faune maritime loin d'être négligeable. Pour rappel, on a fait une vidéo YouTube pour comprendre comment Elon Musk et les GAFAM s'accaparent les ressources en eau pour alimenter leur intelligence artificielle. C'est vrai que c'est quand même un problème qu'il faudrait résoudre en vrai. C'est vrai que c'est pratique l'intelligence artificielle, mais il faudrait régler ces problèmes d'eau, etc. Ça, c'était la plus grande ferme d'insectes au monde, du moins ce qu'on en voyait dans les journaux télévisés, parce qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Cette ferme verticale appartenait à la start-up Insect et de son ouverture en 2022 jusqu'à la liquidation fin 2025, les ouvriers ont filmé les multiples dysfonctionnements à l'intérieur de l'usine. Par exemple, pour commencer, on peut parler des crashbacks permanents, c'est-à-dire des bacs qui se tordent, qui tombent, qui se fracassent, et ça, dans une usine verticale, c'est évidemment catastrophique. Lorsqu'il y a un crashback à 18 mètres, ce qu'il y a à l'intérieur, le substrat, les larves, etc., tout tombe jusqu'au rez-de-chaussée. Et après, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, même parfois plus, eh bien les larves tombent et donc il pleut des larves. L'épaisseur de ce qui tombe de là-haut. Il y avait des manchettes qui n'étaient pas forcément hermétiques complètement et du coup ça débordait sur les côtés, donc vous aviez énormément de larves qui sortaient des équipements et qui se faisaient la malle. Quand tu commences la laveuse et que tu as déjà tout ça, c'est un carnage, c'est vraiment un carnage. Alors là, ces coulées noires, ce sont des larves qui ont macéré et c'est censé être la pièce, entre guillemets, la plus propre de l'usine. Les images parlent d'elles-mêmes, on va dire. Ça donne même envie de vomir. Hélas, sur les photos et sur les vidéos, on n'a pas les odeurs. On en a le tournis. C'est irrespirable. Même avec un masque, ça nous donne envie de vomir. On a totalement été dépassé par les araignées. Entre les mouches, les araignées, les swan-mites, c'est une vraie ferme d'insectes. Il y a des endroits très spécifiques
avec énormément de fientes. Ce bâtiment-là est renommé le bâtiment à rats. La direction était au courant de ces dysfonctionnements, comme en témoignent les centaines d'alertes notifiées par les employés sur leur messagerie professionnelle. À visage caché, plusieurs salariés témoignent avoir développé des problèmes de santé suite à leur activité chez Insect. Il y avait énormément de poussière. Il n'y avait pas de dépoussiérage, j'avais rien du tout. J'ai commencé à avoir des plaques sur les mains, sur les pieds, sur les genoux. En fait, tout ce qui était au niveau articulaire, énormément de mal à respirer, surtout quand j'étais chez moi le soir allongé. Limite à dormir dehors, je pouvais plus en fait dormir allongé dans mon lit. Je me suis retenu à une barre, mais j'ai cru vraiment que j'allais tomber dans les pommes. J'ai réussi à me ressaisir, je suis allé directement à ce médecin. Et quand ils m'ont fait arriver, ils m'ont même pas fait attendre quoi. Ils ont dit, madame, là vous êtes en train de faire une grosse crise d'asthme. Et ils m'ont mis sous aérosol 45 minutes. Le médecin du travail m'a fait passer une vague de tests. Il s'avérait que tout ce qui était larves, phrases, substrats contaminés, etc., j'étais positif, allergique. Tout est revenu positif au ténébrium molitor, donc la lave de farine. Médecine du travail, j'ai pris tout de suite contact avec elle et elle m'a dit je vous arrête, c'est trop grave. Je m'en remets énormément, parce que je sais parce que ça va rejoindre sur ma santé dans 10 ans. Pour découvrir l'enquête en intégralité, rendez-vous sur vakita.fr. C'est dégueulasse, ça fait des problèmes de maladie et puis ils nous donnent ça à bouffer, mais c'est what the fuck? Et je suis sûr qu'il n'y a pas que dans ces usines-là, il n'y a pas que pour les insectes que c'est comme ça. C'est dégueulasse. Ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Elle est entière. C'est n'importe quoi, l'œil du tigre, etc. Ça fait partie des sectes, des choses comme ça. Et puis lui, il a l'air d'être fier d'en faire partie. Mais bon, voilà. Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.